La culture du collectif, l'esprit de corps, le sens de l'engagement, celui du service. C'est les raisons pour lesquelles j'ai toujours regardé les profils de militaires avec un œil plus attentif. Je m'appelle Élise Marchand, j'ai 34 ans. Je suis normande d'origine et parisienne d'adoption depuis 10 ans. Je suis responsable du recrutement France chez Doctolib, donc sur les fonctions commerciales et opérations, stratégie commerciale et stratégie des opérations. Je suis littéraire et juriste de formation. Je suis complètement étrangère au monde de l'entreprise par la famille dans laquelle je viens. En fait, mes deux parents étaient avocats et moi, c'est la profession dans laquelle je me projetais en étant étudiante. À l'époque, en droit, ma deuxième langue est le latin, avec tous les adages et les principes dont on est héritier par le droit romain. Et donc, j'étais bien loin de parler franglais et anglais couramment comme je le fais aujourd'hui. Je dois avouer que j'avais même une certaine forme d'appréhension à l'idée de travailler un jour dans le monde de l'entreprise parce qu'il m'était donc complètement inconnu. À la fin de mon master de droit, j'ai décidé de me réorienter parce que je me suis rendu compte que c'était une matière qui était trop technique intellectuellement pour moi et que je me voyais pas m'y épanouir. Donc j'ai fait un coaching avec une amie de mes parents qui est coach pour chef d'entreprise et qui m'a aidé en fait à identifier les leviers de motivation qui m'étaient spécifiques, les éléments clés que j'avais besoin de retrouver dans mon environnement. Il y a 2 points qui sont ressortis, c'est le besoin de travailler en équipe et le sens de l'engagement. Je me suis réorientée vers les ressources humaines, où on trouve en fait ces 2 dimensions dans cette fonction. J'ai fait un master en RH à Dauphine pour estampiller ma réorientation de façon à valider que c'était la nouvelle voie professionnelle que je choisissais. J'ai commencé mon parcours dans un grand groupe. J'étais à la holding du groupe AXA, où j'étais responsable de projet RH au niveau global. Et donc d'un grand groupe, je suis passée à une start-up en rejoignant Doctolib, où j'ai été la première recruteuse de l'entreprise. C'est une vaste question de savoir ce qu'est une start-up ou ce qu'est une scale-up. Une start-up, si on essaie de le définir, je dirais que c'est une petite structure dans le secteur de la tech ou qui propose un service tech. Une scale-up, c'est une start-up qui a réussi, qui a confirmé la validité de son modèle économique, qui le pérennise, qui a reçu la confiance d'investisseurs pour précisément investir au sein de la structure, pour recruter des équipes et développer des expertises. Il y a des entreprises à impact qu'on entend comme étant des entreprises qui ont un impact sociétal ou environnemental. Il y a aussi ce qu'on appelle des entreprises à mission, ça c'est un label spécifique qui est donné par l'État, mais on n'a pas forcément besoin d'être une entreprise à mission, labellisée en tant que telle pour être une entreprise à impact. Quand on prend une société comme Doctolib, on voit que Doctolib s'est démontré comme étant avoir un impact positif donc dans l'accès aux soins pour les patients français que nous sommes. Ça concerne aujourd'hui aussi les patients allemands et les patients italiens. Et l'entreprise a prouvé sa capacité d'impact pendant la crise du Covid-19 avec l'accélération de la téléconsultation pendant la première crise sanitaire et puis par l'accompagnement du gouvernement dans le cadre de la campagne de vaccination. Ça peut aussi être environnemental, l'impact qu'une entreprise a dans le cadre de son activité. Je pense par exemple à Back Market, dont l'objectif est de réduire la quantité des déchets numériques qui sont produits. Et je pense par exemple aussi à Encore Store, dont l'objectif est d'aider les commerces à rester en ville. C'est une entreprise qui a un impact sociétal en cela. Déjà, il y a le sens. Il y a beaucoup de personnes venant de grands groupes, venant de conseils qui recherchent un impact dans l'entreprise qu'elles rejoignent et dans les fonctions qu'elles occupent. Il y a aussi la culture. Il y a une culture, une identité forte à l'intérieur de ces entreprises, un véritable système de valeurs et d'adhésion qui sert de dénominateur commun aux employés de ces boîtes. Et puis aussi, dans ces scale-up qui ont confirmé leur croissance, qui ont confirmé leur volonté de se structurer, il y a une recherche d'excellence qui est forte également et qui clairement nous tire vers le haut.
La culture est très importante dans les environnements des startups parce qu'elle est le moteur qui fait que les gens s'engagent. Quand on entend le vocable startup, on a souvent le cliché de l'entreprise baby-foot avec des gens qui ont des relations extrêmement amicales à l'intérieur de la structure, très peu de hiérarchie, un peu une logique de copinage et que c'est pas forcément des entreprises dans lesquelles on travaille beaucoup. Je peux dire, en travaillant depuis 6 ans chez Doctolib, que c'est une entreprise dans laquelle on s'investit fortement et moi je ne me serais jamais investi avec autant d'enthousiasme dans une boîte si je n'avais pas été portée par sa culture. Les valeurs de Doctolib aujourd'hui, elles sont définies sur l'anagramme suivant, c'est le SCALES, Service, Care, Act, Learn, Enjoy et Structure. Et on a un esprit de service à l'intérieur de l'entreprise qui est très fort entre nous. Une bienveillance, une recherche de la solution et d'entraide. La bienveillance, elle se retrouve dans le care. Act, la volonté d'impact, l'investissement, le travail. Learn, dans la capacité à se former et à apprendre, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve à l'intérieur des armées avec les formations qui peuvent être proposées aux personnes. Et puis, on ne peut pas se donner autant qu'on se donne, je pense, dans une entreprise comme Encore Store, comme Doctolib ou comme Back Market, si on n'a pas un enthousiasme à porter le projet auquel on fait partie et qu'on aide à rendre concret. Moi, clairement, je trouve que ces valeurs aujourd'hui s'incarnent de façon concrète chez Doctolib. Et puis, la structure, même chose, c'est ça pour moi qui va vraiment distinguer la start-up de la scale-up, la start-up de la licorne avec une valorisation arrivée à 1 milliard d'euros. C'est cette recherche de structure, cette volonté de s'outiller, cette volonté de s'organiser, parce qu'une entreprise sera incapable de croître si elle ne solidifie pas ses bases en les confirmant étage par étage avec solidité. C'est très particulier dans les startups et scale-up aujourd'hui en France. En fait, on voit des modèles de structuration des départements de ressources humaines qui sont comme celles qu'on peut retrouver dans des boîtes américaines comme LinkedIn, par exemple, qui ont été précurseurs, elles, vraiment, dans l'organisation de ces départements. Quand on prend une entreprise comme Doctolib, la spécificité du recrutement, par exemple, c'est de faire partie de ce qu'on appelle chez nous le département People, donc ressources humaines, mais de ne pas être une fonction généraliste. Il n'y a pas de fonction généraliste aujourd'hui dans le département People, ce sont des fonctions qui sont spécialisées. Et le recrutement, aujourd'hui, c'est une fonction qui s'est verticalisée dans les scale-up parce que c'est le premier vertical de croissance par lequel une entreprise va croître. Sans équipe, on ne construit pas de produits, on ne construit pas de stratégie, on ne propose pas de services à des clients. Donc, le premier vertical de croissance, c'est le recrutement. Moi, je suis très heureuse d'avoir vu, je suis très fière d'avoir vu le travail qui a été fait par les équipes de recrutement chez Doctolib et de voir comment, en fait, la boîte a pu croître et se reposer sur nous pour faire sa croissance et se développer. Et il y a aussi une autre particularité, au-delà d'être une fonction spécifique, l'esprit avec lequel on recrute est différent. Il y a une approche qui est une approche compétence et une posture des recruteurs qui est plus orientée vers celle du coach. Bien sûr, dans certaines fonctions de responsabilité, dans certaines fonctions, on va chercher de la maturité, de l'expérience. Il faut indubitablement des heures de vol et là, les entreprises vont aller rechercher une expertise, une spécialité. En revanche, il y a d'autres fonctions dans lesquelles on va vraiment avoir une approche compétence dans le recrutement des gens qui nous rejoindront. Et donc pour ça, nous, on ne va pas chercher un effet miroir entre des diplômes ou des expériences passées. On va chercher à comprendre les expériences et les compétences transposables. Donc c'est comme ça qu'on forme les recruteurs. Et de façon à aider les candidats à ce qu'ils puissent marketer le développement de ces compétences et de pitcher, de présenter, savoir présenter, comment les présenter de façon à ce que ce soit convaincant pour un manager à l'étape d'après, eh bien nous, on va les accompagner dans le cadre du process de recrutement avec cette approche, cette posture de coach pour les aider à transformer l'essai. Elle est novatrice en ce qu'elle est confirmée dans les résultats de recrutement qu'on a obtenus. On n'a pas inventé quelque chose, je pense simplement qu'on a confirmé un modèle.
et qu'on a professionnalisé ce modèle en développant des méthodes d'évaluation qui nous permettent vraiment de savoir extraire la substantifique moelle d'une compétence développée par quelqu'un qu'il ne saura pas forcément en fait bien comment exprimer en soi d'emblée comme étant un argument logique d'une expérience A à une future expérience qu'il recherche. Nous, on va aider à mieux formaliser ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a développé des méthodologies pour le décrypter. C'est là où c'est novateur. Je dirais qu'il y a 3 compétences qu'on va toujours rechercher. La première, c'est la rigueur. Dans la rigueur, on retrouve la structure. C'est important de savoir se présenter de manière structurée parce que nous, en fait, on s'imagine la personne qui est en face de nous, le candidat en face de nous, en train de présenter Doctolib à un professionnel de santé. On s'imagine la personne en train de présenter une stratégie à un membre du COMEX ou à une autre personne de l'équipe. Et si on ne voit pas de structure et de synthèse dans la manière avec laquelle les idées sont architecturées, ça nous met la puce à l'oreille. Le deuxième point qu'on va rechercher, il y a la clarté d'expression et la synthèse. Et le troisième point, c'est l'empathie. C'est important de pouvoir voir dans la personne qui est en face de nous une qualité d'écoute. Et puis, grâce aux questions qu'on posera à la personne, de voir, ok, en fait, est-ce qu'on est face à un contributeur individuel qui veut travailler en chambre un peu dans sa bulle ? Ou alors, est-ce qu'on a quelqu'un qui va chercher à faire des ponts pour que lui-même contribue au succès du collectif ? Il y a plusieurs grandes familles. La première, c'est les métiers sales, comprendre comme les métiers commerciaux. J'étais à Toulon l'été dernier et il y avait une campagne qui avait été développée, une campagne de pub qui avait été développée dans la ville et qui était avec un petit garçon et qui disait « Mon rêve était d'être commercial ». Les femmes de marins avec lesquelles j'étais à ce moment-là riaient, mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de postes de commerciaux qui sont à pourvoir dans les startups et dans les scale-up du marché. En fait, une croissance, elle se fait bien évidemment par la vente. C'est une profession qui peut être un peu regardée avec appréhension, pour dire les choses poliment, alors que elle peut aussi avoir ses lettres de noblesse et qu'à partir du moment où on propose un service qui a de la valeur, c'est un job qui a du sens. Ensuite, il y a le pendant, il y a les opérations. Comment est-ce qu'on structure une relation client ? Comment est-ce qu'on permet un usage optimum d'un service ? Et on va les retrouver sous les vocables de Customer Success Manager, d'Account Manager. Il ne faut pas avoir peur du franglais quand on arrive dans ces structures, même si je comprends que ça puisse un peu écorcher les oreilles. Et je partage aussi ce point de vue, mais bon, il ne faut pas que ce soit un bloqueur en soi. Ensuite, il y a évidemment les départements tech. Sans la tech, sans le produit, il n'y a pas de croissance. Donc, les métiers techniques sur lesquels il est possible aussi de se former avec des écoles comme Le Wagon, par exemple. C'est des professions sur lesquelles les startups et les scale-up recrutent énormément. Bien que le métier ensuite de militaire qui a été exercé après cette formation soit pas transposable en tout point. Il y a des modules en fait qu'il faut mettre en avant dans le cadre de la première formation reçue sur le management par exemple, sur la stratégie et l'organisation aussi. Et puis après, il y a les formations qui sont proposées, comme je le disais, avec Le Wagon sur la partie produit et tech, avec Humind sur la partie sales. Et je pense notamment à un jeune commercial qui avait fait Saint-Cyr, qui a été rentré de mission blessée et inapte, et qui a suivi un parcours de formation au sein d'une structure qui s'appelle Humind, et qui a pu en fait se réorienter en tant que commercial après avoir été militaire et après avoir fait ses OPEX pendant 2 ans. Il y a également une structure qui s'appelle Rocket School. Rocket School forme au métier sales, au métier des ops, au métier des opérations, au métier du marketing, à ce qu'on appelle growth également, donc ce qui va être lié au marketing de croissance. Et aujourd'hui, c'est des écoles qui ont développé des campus en plus en région, en plus de leurs campus initiaux parisiens. Et donc, ça multiplie les capacités de formation pour les gens. Et je crois que tout dépend évidemment des jobs auxquels on va postuler, mais sur
La rigueur, la communication, l'esprit d'équipe, le sens de la préparation, celui de l'entraînement, la capacité à apprendre, la capacité à se former, c'est des éléments qui sont à marketer quand on se réoriente. Il faut être capable en revanche de traduire en langage civil les compétences qui auront été développées au cours d'une carrière militaire. Il faut s'imaginer en fait que y a peu de gens qui connaissent le monde des armées. Moi, je le connais un peu par mon réseau d'amis et par mon réseau familial, mais c'est un métier qui est très codifié et en fait, on se comprend quand on parle le même langage. Et donc en fait, si un militaire ne fait pas un effort d'adaptation, de rédaction de son CV avec des compétences, des éléments compréhensibles de la part d'un recruteur civil, c'est sûr qu'il aura beaucoup plus de difficultés à impacter et à faire mouche, alors qu'il y a de vrais intérêts, il y a de vrais bénéfices pour des entreprises comme les startups ou les scale-up de recruter des militaires. J'en discutais pas plus tard qu'au déjeuner avec un des responsables, le directeur de la Sales Performance de Doctolib, et qui est officier d'active. En fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir le grade d'officier et des étoiles pour travailler, pour avoir une belle carrière. En fait, c'est quelque chose qui se construit. Nous, on a un ancien chauffeur Uber de Doctolib qui est devenu manager au service client. Il a gravi les échelons petit à petit et il a simplement montré qu'il avait une forte capacité à apprendre. Il faut se former. C'est fondamental de se former. Ensuite, je peux pas forcément garantir, bien évidemment, que, en fait, en fonction de ce qui a été fait par les personnes dans l'armée, on trouvera forcément, en fait, la compétence transposable et le bon lien. Mais en tout cas, les portes de ces écoles sont ouvertes, quelles que soient les expériences et le passé. C'est un peu la légion de la formation aujourd'hui. Et ensuite, c'est de l'investissement et de la rigueur. Dans des entreprises comme les nôtres, en fait, le travail paye, quoi. En effet, il y a de vrais décalages de codes dans ces environnements. Il y a des décalages déjà. Moi, venant d'un grand groupe, en fait, j'ai vu clairement les différences avec les codes de Doctolib. Et je pense que c'est a fortiori poussé d'un cran quand on prend un corps militaire, quand on prend l'armée ou quand on prend les startups et les scale-up. Je dirais qu'il y a deux choses qui sont un facteur bloquant de prime abord, mais qui ne doivent pas être un bloqueur dans le temps. Le premier point, c'est l'expression de la hiérarchie, la formalisation de la hiérarchie. Dans l'armée, il y a des grades. Dans les entreprises, il y a des titres. Dans les entreprises, on peut être amené à rencontrer un auditoire et se présenter par son titre, mais on n'est pas appelé par son titre. Et il n'y a pas de hiérarchie très marquée. Il y a peu de verticalité, malgré les différences de niveau hiérarchique qui peuvent exister dans une entreprise. Donc ça peut faire, je pense, bizarre quand on est habitué à être appelé par un grade et d'avoir un protocole assez révérencieux dans la manière de communiquer les uns avec les autres. Ça peut peut-être gêner, même au début, ou du moins il y a une perte de repères dans cette expression de la hiérarchie au début. Et dans la manière de manager chez nous, en fait, on dit, pardon pour le franglais, c'est assez flat et c'est mon deuxième point justement, la verticalité est peu marquée. En fait, quand dans l'armée on reçoit un ordre, cet ordre est exécuté. Il n'y a pas de questions spécifiques, de remise en question de l'ordre, du pourquoi de la priorisation de cette tâche et pas telle autre, alors que dans une entreprise, en fait, on ne voit pas ça comme de l'insubordination, on ne voit pas ça comme une remise en question de l'autorité, d'avoir une personne de nos équipes qui va nous dire « mais en fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit faire ça maintenant, qu'est-ce qui fait que tu me demandes de privilégier ce projet versus tel autre ?» Sur le management d'abord et la place du titre, de la hiérarchie. Et ensuite, c'est le langage. Moi, comme je disais tout à l'heure, je suis littéraire de formation, je viens d'un environnement assez classique. Je honnissais le franglais et je me moquais des personnes qui l'utilisaient. En fait, aujourd'hui, clairement, je ne fais pas exception à la règle. Mais il faut simplement se dire que même si, en effet, ça peut un peu écorcher les oreilles et que, surtout, ça rend le monde des startups et des scale-up potentiellement difficilement compréhensible parce qu'on ne comprend pas derrière quel vocable la réalité qui s'y cache et ce à quoi ces mots renvoient. Donc ça crée une distance et ça peut même créer une appréhension. C'est quelque chose qui s'acquiert en fait comme n'importe quel code. Un militaire qui arrive dans l'armée au début, il va pas maîtriser tous les acronymes qui lui sont donnés. Avec une arrivée dans une entreprise start-up, scale-up où on va utiliser pas mal de franglais, c'est vrai.
en fait, ça s'acquiert aussi. Pourquoi ces langages existent ? En fait, il y a des gens, et je suis d'accord, il y a de vrais clichés par rapport à ça. Je pense qu'il faut assumer aussi les clichés qui existent autour de ce monde. Il y a des gens qui vont trouver ça plus business, de dire j'ai schedulé le meeting et je t'ai forwardé le mail. Je comprends vraiment que ça agace, mais on n'a pas besoin d'être militaire en fait pour que ça titille. C'est parce que les leviers de croissance en fait des startups et des scale-up, c'est l'internationalisation. Et donc à partir de ce moment-là, on doit trouver des vocables communs qui sont partagés entre les différentes équipes, quelle que soit la localisation dans laquelle elles se trouvent. Le latin est la langue globale aujourd'hui sur les chantiers d'archéologie. Eh bien, c'est l'anglais dans les startups et dans les scale-up. Donc en fait, c'est pour une meilleure compréhension par tous et du tout qu'on a ces codes linguistiques-là. Et c'est vrai que quand on est entre Français et qu'on les utilise, on ne fait pas l'effort de traduction entre nous, même si, pour ma part, j'essaie quand même de le faire. Il y a une part de vérité. Je pense qu'il y a des gens en fait qui ne sont pas forcément à l'aise dans ces environnements-là. Moi, par exemple, je maintiens toujours le vouvoiement dans mes entretiens avec les candidats. J'ai pas du tout une manière verticale de les conduire. Pour moi, je passe 1 heure de mon existence avec une personne. J'entends que cette heure soit productive dans ce que je dois comprendre d'un parcours pour arriver à le qualifier et savoir si la personne passe à l'étape d'après. Mais c'est 1 heure de mon existence, 1 heure de l'existence de quelqu'un d'autre. Faut pas que ce soit un moment qui soit désagréable. Mais pour maintenir un contexte une note de professionnalisation, je garde le vous. D'autres privilégient le tutoiement et préfèrent ça. Il y en a certains qui y trouvent une forme de perte de repère qui peut les gêner, et je comprends. Après, on peut en déduire 2 choses. La première, c'est qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise dans des environnements dans lesquels l'ordre n'est pas marqué ou la hiérarchie n'est pas marquée. Ça correspond à des personnalités, des types de formation, et il faut simplement se connaître. Parfois, c'est simplement une question d'habitude et de changement de paradigme. Et c'est vrai en fait que quand on voit dans certains reportages à la télé des mecs jouer au baby-foot ou qui sont en train de jouer à la PS3 au bureau, je comprends vraiment que ça affole, ou en tout cas que ça puisse poser question. Mais c'est simplement que le développement de la culture, en fait, de la détente, du jeu, de l'équipe, on la considère comme ayant une valeur pour les gens dans l'entreprise. En revanche, ça signifie pas que les gens passent leur journée à ça, loin de là. Quand vous prenez en fait des entreprises comme Back Market, des entreprises comme Doctolib, des entreprises comme Encore Store, qui ont eu des croissances fortes ces dernières années, avec une moyenne d'âge autour de 35 ans, je pense qu'on peut très difficilement s'imaginer que ce sont des entreprises dans lesquelles on ne travaille pas. Donc, il faut aussi accepter de remettre en question en fait les propres clichés qu'on peut avoir et surtout se dire qu'il faut se faire confiance, il faut essayer. Il y a un coût d'entrée dans les codes et la culture, mais je suis convaincue que ça vaut le coup de prendre le risque. À mon niveau et toute chose égale par ailleurs, venant d'un environnement complètement différent de celui de l'entreprise, venant d'un grand groupe extrêmement structuré, AXA, services financiers, CAC 40, en arrivant chez Doctolib où en fait nos locaux à l'époque étaient un appartement qui avait été transformé en bureau. J'avais clairement pas les mêmes repères que ceux que j'avais avant. Je vis une des expériences humaines les plus belles de ma vie. Il y a un sens du collectif, il y a un esprit de corps, il y a un sens de l'engagement, qui sont des sentiments transposables, je pense, de l'armée à des structures comme les nôtres, qui sont vraiment porteuses dans un dynamisme à servir en fait ces entreprises. À la fin, on sert. C'est toujours cette même idée de servir. Il faut choisir ensuite la cause qui nous parle. La première question qu'il faut se poser quand on construit un CV, c'est qu'est-ce qui apportera de la valeur ? Qu'est-ce que je dois rédiger comme contenu qui apportera de la valeur, de la crédibilité à mon expérience, quelle qu'elle soit ? Ensuite, il faut traduire ces expériences avec un langage compréhensible par le civil. Et donc pour ça, en fait, je recommande tout simplement de faire relire son CV par un ami qui a l'occasion de recruter dans le cadre de ses fonctions, par une personne travaillant dans un département recrutement si possible, de façon à valider qu'on a en fait un support qui est compréhensible, parce que c'est la première chose en fait par laquelle on est filtré, compris ou non, dans une boîte.
C'est une question à laquelle il est plus difficile de répondre parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière leur job, c'est quelque chose de beaucoup plus confidentiel dans la préparation des missions. Donc, je pense que ça peut être plus difficile pour eux d'arriver à lire où leur profil serait pertinent dans une start-up et dans une scale-up aujourd'hui. Si on arrivait à lever un peu l'opacité derrière la préparation de ces missions et les compétences qui s'y trouvent dans l'organisation de ces opérations, la présentation des différents scénarios d'attaque, qu'est-ce qui va se passer sur un théâtre d'opération, est-ce que ça sous-entend comme préparation informatique, préparation physique, de coaching humain. Là, on pourrait arriver plus facilement à savoir comment le transposer à un département stratégique, par exemple. Des startups ont vocation à croître. Des scale-up se structurent. Et en fait, comment on structure des entreprises, quelles qu'elles soient, en fait, on les structure avec des niveaux hiérarchiques. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui doivent être nommées pour en commander d'autres. Donc on a besoin d'avoir des personnes qui développent des compétences managériales. Donc quand en fait elles ont déjà été acquises ou du moins éprouvées par ailleurs dans des expériences antérieures, c'est bien sûr des éléments qui peuvent être mis en avant comme étant une perspective d'évolution possible, une aspiration qui serait recherchée dans le cadre d'un job en start-up ou en scale-up. Ouais, ça c'est certain. Faut surtout pas prendre les recruteurs des startups ou des scale-up pour des touristes. C'est des gens quand ils sont bons, et il y en a des très bons aujourd'hui sur la place de Paris, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment une profession qui s'est structurée et qui s'est professionnalisée. Il y a 2 maîtres mots, il y a la préparation et il y a l'entraînement. Donc la préparation, c'est 1 heure de préparation sur 3 points. Le premier, c'est sur la boîte. Quel est le secteur dans lequel s'inscrit cette boîte? Quels sont les indicateurs de croissance? Quelle est la cible business adressée? Ensuite, il y a les services, comme Doctolib par exemple, on va voir l'agenda, la téléconsultation, Doctolib médecin. Derrière le business model, comment l'entreprise fait-elle sa croissance? À combien sont tarifés les produits qui vont être proposés? Et puis, il y a la culture, il y a les valeurs. Surtout dans des entreprises comme Doctolib, qui est celle bien évidemment que je connais le mieux, mais c'est valable pour beaucoup d'autres startups et scale-up sur le marché. Attention, c'est pas marketing, hein, il y en a pour lesquels c'est ça, hein, qui peuvent surjouer là-dessus, mais c'est pas marketing les valeurs dans ces boîtes-là. Une personne qui n'a pas réfléchi en amont à la culture, ce pourquoi elle s'y voyait y vivre et y bosser, ça peut être un point sur lequel on bloque parce qu'on va rechercher une motivation spécifique par rapport à la structure, par rapport à son projet et par rapport à sa culture. Ensuite, la formation sur un job, elle peut se faire, comme on se le disait, avec le temps, quoi, et sur le tas. L'entraînement, quand on n'est pas forcément habitué à se pitcher, et notamment quand on fait une réorientation dans le civil, il faut expliquer pourquoi on a quitté l'armée. Il faut expliquer les compétences aussi qu'on y a développées, ce qu'on y a fait. Il faut expliquer le choix de la réorientation, la formation qui a été choisie. Il y a évidemment des moments où en fait on a tous ces acronymes, tous ces codes de langage qui vont revenir et il faut s'entraîner à se pitcher sa propre présentation. Moi, quand je travaillais mes entretiens de recrutement avant de rentrer chez Doctolib, j'avais écrit mon script et je le récitais à voix haute pour m'approprier en fait ma propre présentation, pour en affiner la structure, la justesse, mieux choisir mes mots et pour être capable aussi, quand je savais qu'il y avait potentiellement des vocables qui seraient éloignés, et bien de penser en fait à les préciser. Après, il faut surtout pas trop se formaliser non plus. On a tous une faculté à utiliser une abréviation pour expliquer un sujet. En fait, on peut aussi se voir poser la question de savoir en fait qu'est-ce que je sais pas, VOA par exemple, ça signifie. Je pense que s'il y a eu préparation et entraînement, il y a peu de chances de se planter. En fait, il faut que ce soit 2 intérêts qui se rencontrent. L'écueil dans lequel on peut tomber, c'est je sais pas, celui de l'ego, par peur justement en fait de l'inconnu, de se dire comment est-ce que mon profil peut être perçu ici. J'arrive en fait en étant complètement newbie, alors que en fait dans mon régiment avant, dans mon escadron, j'étais quelqu'un. Faut peut-être faire attention à pas forcément trop jouer les gros bras et que l'humilité en fait avec laquelle une personne se présentera, la volonté qu'elle a eue de se former, en fait, ça parlera de soi pour être convaincant. Aujourd'hui, c'est les startups et les scale-up qui recrutent le plus.
À partir du moment où ce sont des startups et les scale-up qui recrutent le plus, c'est aussi elles qui se structurent. Donc en fait, il y a des possibilités d'évolution à l'intérieur de ces entreprises. C'est celles qui proposent des services la plupart du temps, comme on le disait, en fait, qui sont des services tech, qui sont celles dans lesquelles les boîtes investissent le plus. Les startups, en fait, les scale-up, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Depuis, et notamment sur ces 3 dernières années, ça a été hallucinant de voir le nombre d'investisseurs français et américains qui ont fait confiance à des entrepreneurs pour développer des projets en France. Moi, je pense qu'on peut avoir cette fierté notamment de voir que le cœur aux 3 couleurs, on a servi au sein des armées, on va rejoindre une entreprise française qui veut devenir une référence dans son secteur, qui veut devenir une référence en France, qui veut devenir une référence en Europe. On peut aussi aller chercher la culture de l'excellence à travers ce type d'entreprise. Et donc, je crois que ça, c'est attirant. Et je pense que compte tenu de l'ouverture avec laquelle les recruteurs sont capables d'accueillir un profil de militaire, pourvu que celui-ci soit bien présenté, soit bien marketé et qu'il y ait eu la formation de réorientation qui vienne aider en fait à valider une forme d'acquisition de compétences. Il y a de la place pour y bosser et puis il y a aussi de la place pour y grandir. La culture du collectif, l'esprit de corps, le sens de l'engagement, celui du service. C'est les raisons pour lesquelles j'ai toujours regardé les profils de militaires avec un œil plus attentif. Et on recoupe en fait cette notion de valeur que j'ai soulignée pendant notre échange. En fait, sur un plan humain, pour moi, je dirais pas que c'est une garantie, mais en tout cas, c'est un bon indicateur.